Alors c'est rigolo parce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit vous allez écouter Ilios Kotzou. Comment est-ce qu'il le sait? Moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont dormir, il y a des gens qui vont juste dormir, il y a des gens qui vont se distraire, il y a des gens qui vont entendre, et peut-être j'ai beaucoup de chance et que j'arrive à dire au moins une chose intéressante, il y a quelques-unes d'entre vous qui vont écouter. Qui sait? On ne sait jamais. Hein. Vous savez, c'est étrange d'être invité à donner une conférence, vous ne trouvez pas? Non? Moi je trouve ça étrange parce qu'au fond, n'importe laquelle d'entre vous pourrait être ici à ma place. Et le hasard de la vie, hein, il nous jette quelque part et parfois il en jette une sur un siège et une autre sur une scène. C'est comme ça. Qui était là l'année passée? Ah, et plusieurs, mais pas tout le monde. Est-ce que j'ai raconté l'histoire d'Einstein l'année passée ou pas? Bon, vous en souvenez pas, c'est pas grave. Alors, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle raconte ça. Elle raconte qu'au fond, la raison pour laquelle l'une est debout sur une scène, l'autre est assise quelque part, c'est souvent le hasard de la vie, non? Qu'on peut appeler des accidents ou la chance ou plein d'autres choses. Et puis j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle me détend, au moins moi, avant de commencer, ou en tout cas on est dans la conférence. Et on raconte que Einstein, lorsqu'il a inventé, si on peut le dire comme ça, en tout cas lorsqu'il a formalisé sa fameuse théorie sur la relativité, a été la partager, il allait la raconter dans toutes les petites villes aux États-Unis, ses résultats scientifiques. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les écrans, les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore cette folie qui fait que ce qu'on raconte quelque part, instantanément, se retrouve partout ailleurs dans le monde. Et donc, il n'était pas connu partout. Et il fait ce tour avec un chauffeur qui le conduit de ville en ville. Et un jour, le chauffeur lui dit « Albert, c'est quand même pas tout à fait juste, au fond. C'est toujours vous qu'on admire. C'est vous qu'on remercie. C'est vous qu'on applaudit. Et pourtant, votre salade là de relativité, je l'ai tellement entendue, je la connais aussi bien que vous. Je suis sûr que je pourrais la raconter comme vous. » Et on dit qu'Einstein avait le sens de l'humour et qu'un jour, ils sont dans une petite ville et il dit à son chauffeur « Écoute, dans cette ville-ci, je suis sûr qu'on ne connaît pas mon visage. Alors ce que je te propose, c'est le défi, je le prends. Voilà. C'est toi qui feras la conférence et moi je conduis. » Alors, ils avaient plus ou moins la même taille, et Einstein met le par-dessus, il met la casquette du chauffeur, et le chauffeur met le costume d'Einstein, et tout se passe bien. Ils arrivent au village, et là, le prof de mathématiques, c'était comme ça à l'époque, les accueille, ils vont dans la salle de classe, et c'est l'heure de la conférence. Et là, le chauffeur est tellement enthousiaste, il fait ça avec tellement de cœur, parce que c'est sa première fois. Il dit ça avec tellement de joie, que toute l'assemblée tétanisée, réjouie, transportée, ça se passe merveilleusement bien. Jusqu'au moment des questions-réponses. Où quand tout est fini, à un moment, le professeur de mathématiques lève la main et dit « Monsieur Einstein, c'était magnifique comme démonstration, mais si on revient en arrière, et votre superbe équation, là, vous avez démontré, là, à 82 inconnus, pourriez-vous m'expliquer ce point ?» Et le chauffeur dit « Écoutez, monsieur, c'est tellement simple que même mon chauffeur pourra vous apporter la réponse. » Alors, et c'est vrai, non? Au fond, nous sommes toutes les chauffeuses ou les chauffeurs de quelqu'un. Ce qu'on raconte, au fond, ne fait que transmettre, re-raconter et re-raconter encore ce que d'autres personnes ont raconté, ont vécu et ont transmis. Et d'ailleurs, moi, j'ai adoré tout ce qui avait été fait avant. J'ai adoré la conférence d'Olympe. Je trouve qu'elle a fait ça avec un talent, une présence, un naturel, un à-propos incroyable. Donc, quand elle n'avait plus le temps, je me dis, elle peut prendre mon temps et ça sera un temps qui sera bien utilisé. Et puis, c'était très touchant ce que Salomé a partagé aussi. Donc, et puis, d'arriver en ce moment-ci, c'est étrange parce que tout ce que j'avais préparé, c'est pas une plaisanterie, a déjà été dit. Au début, je me suis dit, je vais parler des émotions. Et puis Pablo, qu'est-ce qu'il a fait? Avec son suricate, il a parlé des émotions. Et même, Olympe, elle a même réussi à placer le nom d'un auteur coréen, un philosophe coréen, Byung-Hyun Chul, duquel je voulais parler pour dire la même chose. Mais c'est pas grave. De toute façon, on dit toute la même chose. Donc, je vais essayer de tisser un fil avec vous en reprenant quand même le petit chemin, le petit fil que je m'étais choisi. Et puis, on verra où on arrive. Ça vous va? On arrivera... Bon, de toute façon, on finit toujours par arriver quelque part, non? Où, on ne sait pas, mais on arrivera quelque part. Et l'idée, c'est d'y aller ensemble. Alors, comme on est en fin de journée, oui, si vous dormez, c'est pas grave du tout. C'est pas grave. Mais j'ai un problème avec ça. Vous êtes très répandus dans la salle, donc ça va être plus facile pour moi, mais en général, les bons conférenciers, conférencières voient la personne souriante qui les regarde et qui est plutôt content au début. Et moi, je vois directement la personne qui dort, qui ronfle. C'est comme ça. J'ai un truc d'anxiété sociale qui va spotter directement, donc dormez, mais discrètement.
Alors, le premier point que je voulais illustrer, c'est que la violence, elle est ordinaire. J'espère qu'on en a, peut-être que d'autres l'ont dit déjà, mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu des violences. Tout le monde en a vécu, non? Des petites, des moyennes, des grandes violences. Olympe, de manière tellement juste, elle a dit, nous-mêmes, on peut être la personne qui va perpétrer la violence sans le savoir. Moi, je me souviens d'une occasion, c'est quelque chose de tout à fait anodin, et peut-être que pour vous, ce n'est pas une violence, mais si vous avez été un enfant un jour, il paraît, non? Tout le monde ici. Et les enfants ont un truc spécial par rapport aux parents, c'est que pour dormir, c'est pas toujours facile. C'est comme ça. Et il y a un tas de cours, de livres, de machins qui vous enseignent comment vous devriez faire pour faire que vos enfants dorment. Alors dans la culture occidentale dans laquelle moi j'ai grandi, on nous raconte, ça change un petit peu heureusement, mais on nous raconte qu'à un moment, il faut séparer les enfants des parents, si on veut en faire des adultes autonomes et généreux et pas violents, il faut les séparer, c'est comme ça. Hein. Alors que tout le reste du monde vivait différemment, mais chez nous on a dit ça, on a décidé qu'on savait, il faut les séparer. Et il y a même un livre avec le prof le plus connu américain qui vous donne la technique. Il faut laisser pleurer pendant un certain temps. Au début, vous laissez pleurer pendant, vous n'avez pas lu ça, 30 secondes, et puis 1 minute. Il y a toute une génération a appris ça. Et moi, c'est le premier jour que ma compagne, on s'était dit, bon, elle a une chambre, ça fait longtemps qu'elle dort en cododo, on va la mettre ce soir dans sa chambre. Alors, je prends le livre, moi je suis très scolaire pour ça, hein, parce que je me dis, s'il y a des scientifiques, moi je fais de la recherche, je vais suivre ce qu'il dit. Alors, elle est dans sa chambre, elle se met à pleurer, évidemment, parce que je m'en vais, je ferme la porte, je m'assieds avec mon chronomètre, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est une forme de violence. Pour moi, je l'ai vécu comme ça, c'est une forme de violence. Elle est toute petite, elle ne sait même pas encore parler, elle ne sait même pas demander quelque chose. Elle a besoin de contact. Et moi, parce que je lis ça bêtement dans un livre, j'obéis et je suis en train d'appliquer la recette. Alors évidemment, j'ai ouvert la porte et ça a été ma première et dernière tentative d'appliquer la... Alors, à nouveau, il n'y a pas de leçon que vous ayez fait ça ou pas. Et je ne dis pas que c'est une violence si vous l'avez fait. Mais pour moi, je l'ai vécu comme ça. C'est tout petit. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'entre nous, on a vécu des violences comme ça, non, avec nos parents. Et pas parce que les parents étaient mauvais, parce que les parents ne savaient pas comment faire autrement. J'étais à l'hôtel tout à l'heure et en sortant, j'aime bien discuter avant les conférences avec les taximens, avec les personnes qui accueillent à l'hôtel. Et la jeune femme qui était là, elle me racontait, je lui disais que j'allais parler de violence, et elle m'a dit oui, les premières violences, ce sont les violences dans la famille et dans l'éducation. Pour elle, c'était ça. De tous les endroits où elle s'était sentie traitée de manière violente, mais sans que la personne en face ne s'en rende même compte, parce que ses besoins n'avaient pas été pris en compte, et ainsi de suite. Donc la violence, elle est ordinaire, et je vais vous rappeler les chiffres, mais ils ne sont pas vraiment utiles, les chiffres, parce qu'on les connaît, non? Regardez le nombre de victimes de violences conjugales en France, presque 300 000 en 2024. Le pourcentage de salariés qui disent subir du harcèlement moral. Alors ici, la moitié des femmes, mais apparemment, comme toutes les statistiques sont sous-estimées, on peut imaginer que c'est beaucoup plus. Alors, et à nouveau, de la recherche scientifique n'est pas remplacée par l'expérience, mais avec MeToo et ainsi de suite, moi je me suis mis à interroger toutes les femmes qui étaient autour de moi. Et c'était terrible. Il n'y a pas une seule de toutes celles que j'ai interrogées jusqu'à aujourd'hui n'avait pas subi une forme de violence ou de harcèlement. Et toutes, ça n'a pas été jusqu'à un viol avec pénétration physique et ainsi de suite, mais des violences, à 100%, elles en avaient vécu. Voilà. Et puis une grande proportion des femmes refusent ne peuvent pas sortir seules, en fait, parce qu'elles sont soumises à des violences, et beaucoup vont sortir malgré tout, parce qu'elles ne veulent pas être enfermées. Mais elles vont subir des violences. Donc il y a de très très nombreuses violences du quotidien. Ça vous met de bonne humeur, hein, c'est chouette, hein, c'est une chouette manière d'aborder, d'être dans un bon début de soirée. Bon, c'est pas moi qui ai choisi le thème, hein, ceci dit. Hein. Faut pas... Alors, de nouveau, je tisse un fil, je ne vais pas développer ça longtemps, mais comme vous le savez, la violence, ça s'apprend. Des études, notamment sur les adolescents, montrent que la violence s'apprend et que lorsqu'on expose des adolescents, mais des adultes aussi, à de la violence, qu'est-ce qui va se passer? Ça va normaliser des comportements violents et ça va favoriser la reproduction de ces comportements-là. C'est une réalité qu'on connaît très très bien aujourd'hui, mais imaginez le monde dans lequel on vit, ce qu'on nous montre dans les médias, ce qui est valorisé aujourd'hui, dans Donald, Vladimir et leurs copains. Ils nous montrent quand même que ce qui est valorisé dans ce monde-là, c'est le rapport de force, c'est la violence, et c'est pas anodin parce que ça va créer des normes, et ces normes-là vont permettre plus de violence d'arriver, puisque c'est la norme sociale, et les normes, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et plus une personne est en position de pouvoir,
plus évidemment l'influence qu'elle va avoir va être forte par rapport à toutes les personnes qui l'observent et qui vont participer à créer des normes. Et les normes sont dans tout. Je me souviens à la période du Covid, qui était une période pas intéressante pour les gens qui en ont beaucoup souffert, mais quand on la regarde en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, en France, il y a eu la même chose. En Belgique, au début de la crise, tout à coup, il y avait dans les journaux, ils disaient « Regardez tous ces individus égoïstes qui courent dans les magasins pour dévaliser le papier toilette, et il n'y en a plus pour les autres. » C'était pareil en France ou pas? En Belgique, Mais c'est triste de répercuter ce genre de légende. Parce qu'en réalité, si c'était vrai à un moment, les femmes et les hommes qui allaient chercher le papier toilette dans les magasins n'étaient pas des individus fous et irrationnels et égoïstes, c'était des personnes rationnelles parce qu'on sait dans les crises que la première chose qui vient à manquer, ce sont justement le papier et les trucs de soins. Et donc, c'est un comportement tout à fait naturel. Et si plutôt que de valoriser des normes d'égoïsme, c'est ce qu'on fait en disant ça, ils auraient dit, tiens, comme c'est intéressant, on sait aujourd'hui, on le sait depuis longtemps, que les êtres humains adorent collaborer, adorent partager, adorent aider les autres dans les crises de courte durée. Si vous n'avez plus de papier toilette, allez le demander, mais sérieusement, à vos voisins et voisines, parce que d'autres en ont peut-être plairait plus. Et tout à coup, le même comportement ne va pas être normé dans l'égoïsme, qui vous fait regarder les autres de manière bizarre, non? Et donne pas envie d'aller leur parler, leur demander, mais montre quelque chose d'autre de l'humanité. Et dans l'humanité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a sûrement les deux, non? Dans chacune d'entre nous, il y a l'ombre et la lumière. Dans chacune d'entre nous, il y a la possibilité d'avoir un comportement ou un autre. Ça a été abondamment dit. Et je crois qu'un biais dangereux et difficile, c'est celui justement d'attribuer à l'autre, ou alors toute la lumière. On va idéaliser un homme ou une femme parce qu'il a écrit des livres, ou parce que la personne a fait quelque chose. Ou alors le contraire, de prendre le ou la bouc émissaire qui est représentant de tous les malheurs, alors qu'on est autant que Gandhi ou que Mère Teresa, porteuse de lumière, et on est autant que Donald, peut-être, bon, ça je vais loin là, mais Elon et ses copains, potentiellement capables de choses pas très jolies si le contexte le permet. Un dernier point qui a été aussi, je pense, très légèrement abordé. On sait qu'il y a une transmission épigénétique. Je pense que c'est de nouveau, juste avant moi, qu'elle en a parlé. Elle a parlé de tout, intelligemment en plus. Alors ici, juste, je cite l'étude, je ne vais pas aller plus loin, mais sur des réfugiés syriens qui montrent que ces changements-là, on peut les retrouver pendant 3 générations. Donc, lorsqu'on expose une personne à la violence, ça ne change pas, bien sûr, vos gènes, mais ça va changer l'expression des gènes, et cette expression-là va se trouver modifiée, et on peut la retrouver dans une étude tout à fait très sérieuse dans 3 générations. Donc, la violence, c'est une question de contexte, la violence s'apprend, la violence se transmet, mais la violence, si elle s'apprend, elle peut aussi se désapprendre, ce qui est une bonne nouvelle ici. Il y a au moins une bonne nouvelle ce soir. Oui, est-ce que vous connaissez Gabor Maté? Oui, vous le connaissez, donc voilà. Je vous enjoins vraiment à lire ou à aller regarder. D'ailleurs, si vous voulez regarder un très très beau genre de petit documentaire qui s'appelle Step Inside the Circle, vous l'avez peut-être déjà vu, de Gabor Maté. C'est une très très belle scène qui se passe dans un pénitencier américain. Et ce qu'on va demander, toutes ces personnes qui ont commis des crimes graves sont en cercle, et à chaque fois, on demande si la personne a vécu un traumatisme, de faire un pas à l'intérieur du cercle. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, à la fin, tout le monde est au milieu. Et ce que Gabor Maté montre, alors, à nouveau, faites attention, l'idée, c'est pas qu'une personne qui commet un acte répréhensible ou n'est pas responsable, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est intéressant de comprendre, et ce que Gabor Maté disait, c'est pas qu'est-ce qui ne va pas chez toi, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé. Il y a tellement de personnes traumatisées, nous sommes traumatisés bien souvent, on ne le sait pas, traumatisés, et ces traumatismes anciens, si on ne les travaille pas, vont impliquer des changements dans nos comportements à notre insu, et c'est tellement important de le savoir. Et cette scène de Step Inside the Circle, elle est bouleversante, non ? Elle est tellement touchante. À nouveau, évidemment, c'est une victime d'une de ces personnes-là. Ça n'enlève rien à votre douleur, ça ne justifie rien, mais ça permet mieux de comprendre socialement ce qu'il faudrait faire de différent. Et d'ailleurs, Salomé, qui était là juste ici avant, elle fait un incroyable et formidable travail de justice restauratrice. Il y a un très très beau film aussi qu'elle a réalisé là-dessus, où elle a mis ensemble des personnes qui étaient des survivantes des attentats en Belgique, avec des mamans ou des parents de personnes qui avaient été djihadistes à cette époque-là. Et donc c'est très beau de se dire, on peut prendre des personnes qui ont vécu des choses
à des angles qui étaient complètement opposés et de retrouver ensemble notre commune humanité, et ça guérit évidemment. Je fais aussi un fil, à chaque fois je fais juste le fil, ce qui a déjà été dit. Un des grands points d'attention des violences, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de domination. Olympe en a à nouveau parlé très bien. Si on va de manière très globale, on peut dire qu'il y a une domination structurelle, non, de nos sociétés. Pablo en a parlé aussi. Pablo l'a dit en parlant de domination hiérarchique. La personne qui a un pouvoir hiérarchique va bien souvent en abuser, et par cette forme de domination et d'abus va créer des violences, une violence structurelle. Et d'ailleurs, c'est tellement important, pour moi en tout cas, qui suis dans la psychologie, de dire qu'évidemment, il ne faut pas choisir, mais si quelqu'un me demandait, dans un exercice de pensée philosophique, s'il valait mieux changer la société ou se changer soi-même, vous savez ce que je répondrais. Changer la société, bien sûr. Et je ne pense pas qu'il faille opposer les deux. Mais l'exercice de pensée, c'est important, parce que sinon, parler de psycho, parler des désarmement intérieur, c'est très très naïf. Si on ne prend pas en compte tous les éléments structurels et toutes les injustices structurelles de la société. Si on prend juste la première question qui devrait nous inquiéter, si on était politique, c'est celle des injustices sociales. Évidemment qu'elle est impliquée dans énormément de violences. Et donc, s'il fallait choisir entre... Vous me demandiez, est-ce qu'il faut d'abord aller vers l'altruisme ou aller vers la justice sociale? Il ne faut pas choisir, et ce n'est pas opposé, mais exercice de pensée, je vous dirais bien sûr, cultivons d'abord la justice sociale. Parce qu'on peut avoir une société complètement inégalitaire et très violente qui promeut l'altruisme comme moyen de faire perdurer un système. C'est tout à fait inégal, mais c'est pas grave. On va vous jeter quand même, je caricature ici, quelques cacahuètes pour que vous vous calmiez, et on va mettre en avant des personnes généreuses, qui sont généreuses bien sûr, mais tout ça pour ne pas changer fondamentalement le logiciel d'un système qui amène de la violence. Et donc le contexte, si on est dans un contexte qui amène de la violence, on a besoin aussi de changer le contexte. Et donc notre société a de très nombreux rapports de domination qui sont structurels et pour lesquels il faudrait changer quelque chose. Vous savez que dans la philosophie, Marx, qui est un des grands penseurs qui a pensé ça, non ? Qui a expliqué, en tout cas à son époque, comment le fait que des gens aient tous les moyens de production et comment d'autres étaient exploités. Alors évidemment, quand on dit marxisme aujourd'hui, directement tout le monde va dire oui, mais regardez ce que les communistes ont fait, oui, mais regardez la Chine, mais c'est pas ça la question. Là. Marx était un penseur qui pensait aussi à partir de sa vie. Il a écrit le manifeste du Parti communiste dans une maison à Bruxelles, que j'ai été voir, une petite plaque. On dirait qu'il n'est pas considéré comme un penseur important, et Marx n'avait pas les moyens de chauffer sa maison et de prendre soin de ses enfants quand ils étaient malades. Et donc il a vécu, lui, l'effet concret, pourtant de familles favorisées, des injustices, et c'est évidemment, là aussi, une des grandes causes des violences dans le monde. Dacher Keltner, qui est un psychologue que j'aime beaucoup à Berkeley, alors je ne sais pas si il faut être d'accord ou pas, mais en tout cas ce qu'il défend, ce qui est intéressant, il nous dit, lorsqu'on veut arriver dans une position où on peut avoir un peu de pouvoir, imaginez, vous travaillez dans une organisation, même une association, que ce soit chez Médecins sans frontières, peu importe, et vous pouvez arriver à des postes de coordination. Et pour arriver à ces postes-là, il vous est nécessaire d'avoir quelques qualités de communication, de lien, d'empathie. Oui, on va dire tous les chefs sont méchants. Non. Pour faire de la coordination, vous devez être une femme ou un homme qui ait quand même quelques qualités. Dans beaucoup d'organisations, on va les valoriser. Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé, le pouvoir va détruire ces qualités-là. Et c'est ce qu'il montre. Alors, il y a bien sûr, dans les deux sens, il peut y avoir des personnes qui uniquement arrivent dans des postes de coordination de pouvoir parce qu'elles avaient déjà une envie folle de dominer, mais ça peut arriver à n'importe, c'est pas la majorité de personnes, elles arrivent en position de pouvoir, et là, tout à coup, le contexte de pouvoir de domination va les couper. Alors, il y a des études, certaines très amusantes, même si le sujet n'est pas amusant. Une étude que Dacher Keltner cite, c'est dans son laboratoire. Les gens passent dans un couloir où ils vont participer... Oui. Dacher, D-A-C-H-E-R, Keltner, K-E-L-T-N-E-R, Dacher Keltner, Berkeley. Il a un super site, si vous parlez l'anglais, qui s'appelle Greater Good Science Center, où il y a toutes les recherches scientifiques vulgarisées et les articles sur tout ce qui est la psychologie du bien commun, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, Greater Good Center. Un très très chouette psychologue social. Et alors, Dacher Keltner, les gens vont faire des expériences, et qu'est-ce qu'il va faire? À la sortie du labo, il met un grand pot plein de bonbons,
et c'est écrit à côté « bonbons réservés aux enfants ». On regarde qui prend les bonbons et quel est le statut social des gens qui prennent les bonbons. Et plus la richesse et le pouvoir des personnes est élevé, plus les personnes se permettent de prendre des bonbons alors que c'est écrit en grand « réservé aux enfants ». C'est rigolo, mais c'est plutôt triste, non? Alors, si vous voulez, anecdotiquement, le même type qui a été répercuté encore et encore, comme le statut se marque aussi dans les grosses voitures, eh bien, 46%, c'est quand même beaucoup, près de la moitié des conducteurs de voitures plus coûteuses vont ignorer les piétons. Donc, voilà. C'est triste de se dire que plus vous montez en statut, en pouvoir et en richesse, plus vous vous affranchissez des règles collectives qui permettent à une société de fonctionner bien ensemble. Alors, vous avez vu les exemples caricaturaux, mais la vérité de la vie est souvent plus caricaturale que ce qu'on raconte dans les articles. On a eu des ministres, des secrétaires d'État en Belgique, et ainsi de suite, qui ne payaient pas leurs impôts et qui avaient l'air très, très surpris au moment où ils ont été attrapés et qu'ils ont eu quelques problèmes. Alors, certaines personnes disent « oui, mais en fait, ils font semblant d'être surpris ». Moi, je ne le pense pas. Moi, je crois qu'ils sont réellement et honnêtement surpris, qu'on les embête pour ça. Parce que quand vous êtes une personne qui est tellement au-delà de la moyenne et pas dans le même monde que les autres, vous pensez avoir tellement des droits différents des autres personnes que vous êtes tout à fait surprise au moment où on vous embête. Alors, vous savez que, oui, j'allais en parler après, mais je peux déjà en parler maintenant, on sait que le narcissisme, qui est le sentiment exagéré de mon importance comparé à celle des autres, qu'on trouve fort, malheureusement, chez les hommes politiques et les femmes politiques, mais pas seulement, c'est un très, 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 très mauvais prédicteur de bonne santé collective. Ça prédit tout ce que vous pouvez imaginer. Ça prédit tous les comportements de violence, les comportements antisociaux. Et alors qu'avant, on racontait dans la recherche scientifique, on disait l'estime de soi est une chose importante, parce que quand on n'a pas une bonne estime de soi-même, on va essayer de la rééquilibrer en étant violent ou agressif envers les autres. Je sais pas si vous avez entendu ça. C'était la croyance générale. Et puis, un chercheur, Baumeister, a testé cette hypothèse. Il a montré que ce n'était pas vrai du tout. Que ça n'avait rien à voir, en fait. Et que c'était justement les gens qui étaient très narcissiques, et pas les gens qui manquaient d'estime d'eux-mêmes, les gens qui avaient cette opinion débridée d'eux-mêmes, qui, lorsque leur image d'elle-même était mise en péril, devenaient très violents. Alors comment on le fait? Expérimentalement, on s'amuse en laboratoire, de manière très simple. On demande à tous les sujets, on demandera à chacune d'entre nous d'écrire un petit texte, une petite rédaction. Et puis de manière tout à fait aléatoire, il y a quelqu'un qui est censé, un jury compétent, noter notre rédaction. Et dans certains cas, on va dire, mais c'est vraiment de la merde ce que vous avez écrit, c'est illisible. Et dans d'autres, c'est très beau. On va mettre des conditions comme ça. Et on va voir comment réagissent les gens narcissiques ou pas narcissiques. Et par la suite, vous avez le droit de punir, si vous le voulez, la personne qui vous a donné la petite cotation, en envoyant un bruit qui est très fort et très désagréable. Et on voit que ce sont en effet les personnes narcissiques qui, lorsqu'on leur donne une mauvaise évaluation, qui vont punir le plus fort les personnes qui leur ont donné l'évaluation. Mauvais prédicteur. Alors, je refais le pont. Elle en a parlé justement de ce philosophe coréen, Byung-Chul Han, qui vit en Allemagne d'ailleurs. Ses livres sont traduits de l'allemand. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est intéressant ce qu'elle nous a dit, non? Elle nous a dit que notre société, à côté du rapport de domination contre lequel on lutte, qui est un rapport de domination négatif, qui nous empêche de faire des choses, il y a ce qu'elle a très justement dit, elle l'a très joliment raconté, ce rapport positif qui fait que chacune d'entre nous, en étant invitée à devenir l'entrepreneuse de soi-même, et le développement personnel tombe souvent dans le piège aussi, non? Devenez la meilleure version de vous-même, va faire que le poids, c'est beaucoup plus efficace qu'un fouet. C'est nous-mêmes qui devenons la personne qui nous met la pression, poussé par la société. Et Byung-Chul Han, lui, il met ça en lien avec l'épidémie de burn-out, de dépression, et ainsi de suite, qu'on vit en ce moment dans nos sociétés, dû peut-être à cette injonction à la performance. Alors ici, on arrive au cœur un peu de ce que je voulais vous partager. Je vous raconte tout ça pour arriver à ceci, qui est l'idée de... Alors, est-ce que j'ai fait... Oui. Pablo en a parlé. Je fais un lien que Pablo en a parlé, qui est que notre société, capitaliste parce qu'elle est capitaliste, notre société de domination, qu'est-ce qu'elle va faire? Quel est son moyen le plus radical pour dominer et contrôler qui nous sommes? C'est qu'elle va tout transformer en marchandise.
C'est-à-dire que chacune d'entre nous, et vous pouvez ne pas être d'accord, hein, vous pouvez même le dire maintenant si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais il y a une tension qui fait qu'on est toutes transformées en marchandises. Une marchandise qui est utilisée par les autres, une marchandise qui est utilisée par le système d'exploitation capitaliste. D'ailleurs, on nous dit bien que nous sommes des ressources humaines. Évidemment que les gens ne pensent pas mal en disant ça, mais une ressource, c'est quelque chose qu'on va exploiter le mieux possible, de manière durable, on espère, pour qu'elle dure le plus longtemps possible, peut-être. Mais on est quand même exploité comme une ressource. Et donc ce capitalisme nous transforme en marchandises. Pour les personnes qui sont intéressées, comme Olympe, à la question des femmes, mais on peut penser aussi aux minorités, les femmes ont été exploitées par le patriarcat pendant très longtemps, non ? Comme des choses qu'on a utilisées. On les a utilisées pourquoi ? Pour garder, entretenir les maisons, pour faire des enfants, ainsi de suite. Mais elles ont été exploitées et utilisées. Mais pour finir, et c'est là qu'on rejoint Byung-Chul Han, c'est que nous considérons nous-mêmes comme une chose, non ? Comme une chose qu'il faut améliorer, comme une chose qui doit devenir meilleure, comme une chose qu'on compare, une chose qui est comparée par rapport à d'autres choses. On nous montre des images. C'est ce qu'on appelle l'auto-objectification. On devient un objet. Et on voit aujourd'hui les dégâts que ça fait sur les adolescentes, par exemple. Cette forme d'auto-objectification est reliée à un très grand nombre de troubles alimentaires et qui va jusqu'à des suicides. Donc voilà la force de ceci. Et l'idée, c'est que cette forme d'objectification, non, le fait qu'on se transforme en chose, est un facteur majeur de violence. Alors, très simple, si... Ton prénom ? Si Arnaud est une chose, qu'est-ce qui va se passer dans ma relation avec Arnaud sans que je m'en rende compte, en fait ? Arnaud, je vais bien le traiter tant que... Tant que quoi ? Facile. Pardon ? Voilà, tant qu'il m'est utile, merci. Tant qu'il m'est utile, mais je ne m'en rends pas compte. Tant qu'il m'est utile, Arnaud, je veux bien rentrer en relation positive avec lui. Et s'il ne m'est plus utile... Ou alors, je n'ai pas de pouvoir, et dans ce cas, je vais juste le laisser tranquille et partir. Mais si j'ai un peu de pouvoir, qu'est-ce que je vais faire ? Peut-être que je vais le jeter, peut-être que je vais en faire quelque chose, mais comme ce sera plus utile. En tout cas, je vais presser Arnaud, et à un moment, je le jette. Et d'ailleurs, dans les relations affectives, et à nouveau, il n'y a pas de critique à ça. Quand on voit comment se passent beaucoup de relations affectives entre les personnes, quand elles ne se passent pas bien, c'est qu'on a l'impression qu'on a été utilisé par la personne. Tant que la personne, on lui convenait, tout était bien, et une fois qu'on n'était plus exploitable, on nous jette. Alors, je ne sais pas un plaidoyer pour dire qu'une relation doit durer, mais vous pouvez ne plus vous entendre avec quelqu'un, ou penser que votre chemin n'est plus le même, mais si l'autre personne n'est pas une chose et c'est un être, il y a un impératif éthique très 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 différent, non ? La chosification du monde, elle permet toutes les violences possibles, imaginables. On est dans un monde de choses, de marchandisation, et alors la question évidemment, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que sinon, tout ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde qui chosifie tout ? Si vous vous intéressez à ça, il y a un philosophe hyper intéressant qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui parle de société liquide et qui montre comment nos sociétés, en coupant les liens, en nous ramenant chacun à nous-mêmes comme des petits individus coupés du collectif et du reste, entretient aussi une situation de violence très forte. Alors, que fait-on et quels sont les antidotes ? Zygmunt Bauman, B-A-U-M-A-2-N. La société liquide. Vous pouvez trouver facilement son livre La société liquide. Alors qu'est-ce qu'on fait pour rentrer en résistance ? Dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, il y a plein de manières différentes. On peut apprendre la non-violence, il y a eu plein de choses, la communication non-violente, d'autres choses. On peut transmettre la non-violence, non ? On sait que la plupart des personnes qui ont vécu des violences ne vont pas spécialement transmettre de la violence si elles sont conscientes, mais vont faire le contraire. Beaucoup de personnes qui ont été traumatisées et agressées vont transmettre de la bonté, de la générosité, donc on peut transmettre. Et puis encore deux choses, et ces deux éléments-là que je voulais pointer, comme outil de résistance, nous pouvons faire deux choses qui sont vivre et aimer. Alors, qui peut nous aider si on veut trouver les personnes qui peuvent nous aider, en tout cas des inspirations pour ça ? Moi, je pense directement aux philosophes romantiques. Alors, si on pense à romantisme, à quoi pense-t-on ? J'allais dire, je vais vous donner deux images. Hein. Si je dis romantique, est-ce que vous pensez plutôt à une table avec des chandelles ? Ou est-ce que vous pensez plutôt à la lutte sociale en groupe, honnêtement ? C'est intéressant, non ? que notre culture a tellement marchandisé tout qu'elle a même marchandisé les luttes sociales. Alors que si on regarde dans la tradition de l'histoire, de la philosophie et de la poésie, les romantiques ont été un mouvement
d'émancipation sociale extrêmement important. C'est Mohamed Taleb, un philosophe algérien, qui m'avait raconté l'histoire. Et si on prend, il y a plein d'exemples, et si on prend juste un exemple, et je l'aime bien, c'est un défaut, c'est encore un homme, il faudrait que je trouve pour la prochaine fois une femme, parce qu'on parle tellement plus facilement des hommes dans l'histoire, mais il est très exemplatif. Henri David Thoreau, qui va être le bon exemple pour ce que je vais vous illustrer. Vous connaissez l'histoire d'Henri David Thoreau, non, qui est un philosophe naturaliste américain. Henri David Thoreau qui va, comme résistance à la folie du monde déjà à son époque, se retirer dans une forêt à Walden. Il a écrit un très beau livre sur la vie dans les bois. Et Henri David Thoreau, et c'est là que je vais y arriver, il refuse de payer l'impôt. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont en lutte, en guerre contre le Mexique de manière injuste et font la traite des Noirs, il y a l'esclavage. Et pour ça, Henri David Thoreau dit « je ne payerai pas l'impôt ». Il va être mis en prison. L'histoire est belle pour lui, une nuit seulement, parce qu'un donateur mystérieux va payer, ou une donatrice, sa caution, il va pouvoir en sortir. Mais il ne savait pas qu'il en sortirait. Et son livre, de ça, il va tirer un livre qui s'appelle « La désobéissance civile ». Et ce livre-là va être l'inspiration pour qui ? Notamment Gandhi. C'est dingue, non ? Et Nelson Mandela. Et vous vous rendez compte que d'un philosophe naturaliste qui aime bien les bois et qui aime se promener, écrit un livre qui va devenir une des inspirations d'une des plus grandes icônes de la lutte non violente qu'on connaisse aujourd'hui. Et donc il y a vraiment un lien entre la question des romantiques et de la non-violence. Et ce lien passe par quoi ? Je crois, en tout cas c'est une manière de voir, passe par la poésie. Alors j'avais dit vivre et aimer. On va venir à vivre. Le monde marchand, il nous dit quoi ? Il nous dit ne fais que des choses qui servent à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est instrumentalisé. D'ailleurs, même nos loisirs, ça rentre là-dedans. Parce qu'un loisir, c'est faire quelque chose qui sert à quelque chose. Le loisir toujours sert. Et donc la résistance de Thoreau, la résistance des romantiques, c'est passer du temps de vie à faire des choses, ou à les vivre plutôt, qui ne servent à rien. Passer un moment avec quelqu'un pour obtenir rien. Parce que regarder une fleur, ça ne sert à rien, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Observer ou admirer un morceau de ciel, ça ne sert à rien. Adresser la parole à une inconnue, ça ne sert à rien. Prendre un petit moment avec la caissière, alors qu'on a déjà fini, ou avec la personne à qui vous dites au revoir dans un hôtel, ça ne vous sert à rien si vous ne revenez pas là. Et pourtant, ce n'est pas là qu'on inscrit notre humanité. Et c'est un antidote à la violence, non ? C'est ce que les romantiques disaient, habiter poétiquement la terre. Et donc l'invitation, peut-être une des invitations à côté de la lutte politique, ça serait, et elles vont ensemble, d'habiter poétiquement la terre. De prendre notre temps, de résister à ce monde qui s'accélère de manière folle, qui veut tout transformer en marchandise, en habitant des espaces, des interstices qui ne servent à rien. En prenant le temps de ralentir, en prenant le temps de contempler, en prenant le temps d'admirer la beauté de la vie. Je ne sais pas comment s'appelle ce film avec Kevin Spacey, où on voit cette scène d'un sac poubelle qui danse. American Beauty. Merci. Quelle belle scène, non ? De pouvoir admirer. Et je trouve qu'elle est très belle parce que c'est une évidence que celle d'admirer un coucher ou un lever de soleil. C'est une évidence peut-être d'admirer le coucher de terre. En 1968, on a admiré le lever de terre. Maintenant qu'Artémis, on peut admirer le coucher de la terre qui nous montre à quel point on est petit. Mais admirer la beauté d'un sac poubelle qui danse et aller le prendre quand même pour le jeter après, mais on peut l'admirer. Et donc passer du temps dans l'admiration, dans la beauté, dans la contemplation, dans la lenteur. Voilà une résistance à un monde qui va trop vite. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Je serais tout à fait d'accord que vous ne le soyez pas. Bon, j'avais montré quelques images quand même plus jolies pour la poésie de notre monde. Alors il y avait à côté de vivre, l'idée c'était aimer. Ce sera mon dernier point. C'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir des slides si je ne vous les montre pas. Martin Luther King. Juste pour entrer dans aimer, donc j'ai appelé ça la force de ne pas frapper. Des recherches, vous les connaissez, mais elles sont drôlement intéressantes, montrent que, sur plus de 300 événements, montrent que la lutte non violente
est beaucoup plus efficace que la lutte violente. 10 fois plus de chances d'amener une démocratie, ce qui n'est pas vraiment le cas de ce qu'on fait maintenant, et le seuil nécessaire d'une population impliquée, il est vraiment très bas. Si vous voulez avoir un peu d'espoir par rapport à ça, achetez un livre de Srdan Popović, ça s'écrit comme ça se prononce, et c'est comment faire tomber un dictateur quand on est petit, sans force. Vous l'avez lu. Génial. C'est quelqu'un, Popović fait partie d'un mouvement qui s'appelle Otpor et qui a fait tomber Milosevic. Et ils l'ont fait de manière tout à fait non violente alors qu'ils étaient face à un pouvoir qui avait une force immense. Et donc il nous montre à quel point la non-violence peut être en utilisant l'humour, en utilisant le décalage. C'est un très très chouette livre. Alors je voulais arriver à ça. Deux citation à contraster, Thucydide, toujours par nécessité de nature, tout être exerce tout le pouvoir dont il dispose. Et ça, c'est notre ami Donald, ça, c'est Elon, ça, c'est Vladimir. Et malheureusement, eux lui donnent raison. Et puis, André Comte-Sponville, dans un de ses livres, Petit traité des grandes vertus, il nous parle de ceci, il nous dit « Tu seras aimé lorsque tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. » Et c'est là-dessus que je voulais conclure. Si on prend l'amour, et je ne vais pas réduire l'amour à ça, on peut voir qu'une certaine dimension de l'amour, rapidement, si on voulait voir les différentes dimensions de l'amour avec les mots de la Grèce antique, vous les connaissez sûrement, la première dimension de l'amour dont on veut parler s'appelle Eros. Et Eros, l'amour érotique, c'est l'amour ou c'est le désir de ce que l'on n'a pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Qu'il soit physique ou autre. L'amour, selon Platon, je désire ce que je n'ai pas, je vais essayer d'obtenir ce que je n'ai pas, parfois pas par les moyens les plus doux, ça peut être vecteur de violence aussi, et une fois que je l'ai, je le désire plus. Et je vais désirer autre chose. Et d'ailleurs, si vous avez cet amour-là, cet amour ne peut pas bien se terminer, parce que vous ne pouvez désirer que ce que vous n'avez pas. Et donc, c'est un désir sans fin. Et puis, deuxième définition de l'amour, parmi il y en a beaucoup plus, mais philia. L'amour d'amitié, et c'est un amour qui veut du bien à quelqu'une ou à quelqu'un d'autre. C'est un très bel amour, non ? Un amour tellement important. On peut vivre dans un couple avec Eros et philia, bien sûr. Philia n'est pas seulement pour ses amis ou pour ses enfants, mais c'est cet amour qui se réjouit du bonheur de l'autre. Alors, jouir et se réjouir, important pour les deux. Pourquoi ? Parce que le premier amour Eros ne jouit pas en réalité, puisque tu ne peux jouir que de ce que tu as, pas de ce que tu n'as pas. Donc philia, c'est jouir et se réjouir, et c'est important, c'est jouir avec et pas au détriment de quelqu'un. Parce qu'on peut jouir. Jouir, c'est avoir du plaisir de ce que l'on a, mais on peut aussi le faire aux dépens des autres. Donc jouir avec ou se réjouir. Alors il y a toute la question du consentement. Et quand je parle de jouir, je ne parle pas de sexualité, évidemment. On parle en général, jouir de la vie, jouir de la beauté, mais jouir avec ou se réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre. Quel bel amour que philia, non ? C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, cette belle amitié. Et puis on peut arriver encore un cran plus loin, agapé. Et agapé, c'est quoi ? C'est l'amour qui n'attend rien. C'est l'amour qui ne demande rien. C'est l'amour, on pourrait dire selon Spinoza. Encore André Comte-Sponville disait, si vous voulez, une des plus grandes et belles déclarations d'amour, même la fille, elle nous l'a faite à ses parents très régulièrement, le soir avant de dormir. Parfois, elle avait une petite larme, et elle disait « c'est une larme de joie ». Et quand je demandais pourquoi, elle nous disait à tous les deux « parce que je suis content que vous existiez, je suis contente que vous existiez ». André Comte-Sponville dirait « la plus belle déclaration d'amour, c'est quand quelqu'un vous dit « je suis contente que tu existes ». C'est pas « je te désire », c'est pas « je veux vivre une chose belle avec toi », non. C'est juste l'idée même que tu sois là suffit à me remplir de joie. C'est l'amour sans condition, qu'on peut voir dans des aventures spirituelles, qu'on peut voir dans la nature, qu'on peut voir dans la spiritualité, qu'on peut voir aussi avec les personnes autour de nous. Et je reviens vous demander pourquoi, à cette citation d'Adorno. Adorno, il nous dit quoi ? Et je trouve ça tellement beau. Il nous dit que dans la vie, il va souvent arriver qu'on soit en situation de puissance et de pouvoir par rapport à une autre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ça nous arrive tout le temps, d'ailleurs. Le fait d'être sur une scène et qu'on me demande de parler, me met en position de pouvoir par rapport à vous. Mon pouvoir est tout petit peut-être, mais c'est quand même un pouvoir qu'on me donne pendant un moment. Le fait d'être plus fort,
ou plus forte, bon, je ne suis pas très grand évidemment, pour une personne dans une situation vous met en position de pouvoir. Le fait d'avoir une relation hiérarchique vous met en position de pouvoir. Le fait d'avoir des connaissances en plus vous met en position de pouvoir, et ainsi de suite. Mettez ça à l'infini. Et Adorno, ce qu'il dit, c'est que l'amour, c'est quand vous êtes en position de pouvoir par rapport à quelqu'un, mais que vous décidez de ne pas l'exercer. Et c'est ça l'amour, sinon c'est pas de l'amour. Le fait de s'écraser devant quelqu'un parce qu'on a peur, on n'appellera jamais ça de l'amour, évidemment. Mais c'est justement parce que vous pourriez exercer le pouvoir et que vous ne le faites pas. Et toutes celles d'entre nous qui ont été un enfant, ou toutes celles d'entre nous qui ont un enfant le savent, non ? On a le pouvoir sur un enfant quand il est petit. Et heureusement, et malheureusement, parfois on l'exerce, pas de la belle manière, mais on consent à ne pas l'exercer. On prend le temps d'écouter, on prend le temps d'échanger, on prend le temps d'expliquer, on prend tout un temps qu'on pourrait ne pas prendre puisqu'on a le pouvoir. Et à nouveau, ne prenez pas ce que je vous dis comme exemple pour se culpabiliser d'avoir... On a toutes déjà franchi des limites de pouvoir, non ? En tout cas, moi, plein de fois dans ma vie. On fait tout comme on peut, non ? Mais c'est intéressant de le réfléchir comme ça. Le pouvoir et l'amour. Et donc, est-ce que l'amour, vu comme ça, n'est pas le plus bel antidote à la domination et à la violence ? Dans une situation où je pourrais exercer quelque chose, je décide justement de ne pas le faire. Alors nous voilà tout tranquillement à la fin de cette aventure, non ? Du moment qu'on a passé ensemble, nous tous ici. Cette aventure n'est pas finie, il y a encore d'autres personnes, il y a encore d'autres ateliers, il y a encore d'autres choses, mais je crois qu'on est tout un peu, dans ce monde, on est tout un peu comme un fil coloré. Abdenour Bidar, encore un auteur à le dire, merveilleux auteur, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les tisserands ». Il a cette jolie formule, « réparer le tissu déchiré du monde ». Et ce qu'il y a de beau, c'est de se dire que, au fond, dans un tissu, ce qui va définir la solidité du tissu, c'est la solidité de la brindille la plus fragile. Et que donc la solidité d'une société, d'un groupe, d'une famille est définie par la manière dont on va traiter la personne, le groupe, le vivant, la vivante, la plus vulnérable, non ? Est-ce que c'est pas ça ? Comment est-ce qu'on va traiter les plus vulnérables parmi nous ? Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce fil-là, on a toutes des couleurs différentes. Si on regarde autour de nous, il y a un tas de fils, chacune a une couleur différente, chacune a une forme différente, et toutes dans le tissu du monde sont toutes aussi importantes. S'il y a un fil craque, c'est tout le tissu qui est abîmé. Et donc peut-être que ce forum merveilleux de préparer la paix, il nous permet de faire ça, non ? Tisser un petit peu, chacune d'entre nous, avec parfois une personne devant, une personne à côté, parfois en dansant, parfois en chantant, et toutes ensemble, pour tisser le fil et peut-être aussi pour nous rappeler qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et c'est beau de se dire ça, qu'on ne sait pas. Peut-être que les choses ont l'air d'aller mal, c'est vrai, et en même temps on ne sait pas. Et je termine avec cette citation de Luther. « Même si on me disait que le monde allait se terminer demain, je planterais quand même un pommier. » Merci d'avoir été là. Merci de l'organisation. J'allais oublier un truc important. Invitation. Vous reconnaissez... c'est qui le monsieur en rouge à côté de Jean-Loup ? Vous reconnaissez Jean-Loup, bien sûr, qui était là tout à l'heure, et Mathieu Ricard, le 12 septembre à Bruxelles, pour la 17e année. Avec Mathieu Ricard, ça fait 17 ans qu'il vient à Bruxelles et qu'on réfléchit chaque année à un nouveau thème dans cette question du tissage du monde. Et cette année, le thème, c'est « Que serions-nous sans nos amis ?» Vous pouvez venir en vrai, c'est une très chouette saison, boire une bière, manger un morceau de chocolat ou autre chose à Bruxelles. Mais vous pouvez y avoir accès aussi en ligne, donc voilà, soyez les bienvenus. Et un point important, si vous n'avez pas les moyens, il suffit d'envoyer un courriel, personne ne vous demandera une justification, et vous pourriez venir même gratuitement, parce que vous avez déjà payé le trajet jusqu'à là, mais écrivez pour ça, si jamais c'est nécessaire. Alors, j'ai pas fini. Dernière invitation. C'est une association qui l'apporte, donc c'est un projet, tu le connais,
C'est une application qui est très chouette pour plusieurs raisons, parce qu'elle est très diverse, des femmes, des hommes, pas seulement de la pleine conscience, de la philo. Alexandre Jolien a fait un programme de philo, mais surtout, je dis tout de suite pour vous rassurer, que vous payez ou pas, vous avez accès à 100% de l'appli. Et donc l'idée, c'est de pas de faire de la contemplation un produit réservé à des gens qui auraient les moyens, même si c'est pas cher. Donc n'importe quelle personne, en s'inscrivant, continue jusqu'au bout, avoir accès à 100% de tout ça, et une très grande et belle diversité de professionnels, mais toutes différentes. Et donc voilà, un outil de résilience qui ne remplace pas le fait de se rencontrer, de se voir, de se toucher, de danser, de chanter, mais qui a un petit truc à côté. Merci encore. Le slide d'avant, tu veux voir, ok. Le slide d'avant. Oui, c'est